Un verre de vin vole en éclats contre le marbre poli du sol, projetant des éclaboussures pourpres qui maculent la pierre immaculée. Dans le silence assourdissant qui s'ensuit, un richissime homme d'affaires, Philippe Leclerc, vient de gifler sa femme enceinte, Isabelle Dupont, la faisant chuter lourdement. Ce qu'il ignore, c'est que chaque seconde de cette scène brutale est capturée par une caméra dissimulée, son œil rouge et implacable enregistrant sa chute. Il ne se doute pas non plus que la femme de ménage silencieuse, postée dans un coin de la pièce, n'est autre que Chloé Dubois, une agente des services secrets français envoyée pour le faire tomber. Ce qui suit est une nuit de sang, de trahison et de justice foudroyante qui vous coupera le souffle. Quand le pouvoir, le mensonge et la peur s'affrontent, le courage d'une femme devient l'arme qui change tout. Vous ne croirez pas comment cela se termine jusqu'au tout dernier instant. Un fracas assourdissant venait de déchirer la quiétude du château en Touraine. Le cristal avait explosé contre le marbre. Une pluie de vin rouge s'était répandue sur le sol, évoquant une mare de sang frais. Le lustre monumental suspendu au plafond à caisson avait tremblé, projetant une myriade de reflets dorés sur une scène qui avait déjà toutes les apparences d'un crime. Philippe se tenait au centre de ce chaos, la respiration saccadée, puissante. Sa main, grande et manucurée, était encore crispée autour du fantôme du verre qu'il venait de lancer avec une rage froide. Son visage était congestionné, la mâchoire contractée à s'en rompre. « Ne peux-tu donc jamais te taire » siffla-t-il, sa voix un murmure chargé de venin. Isabelle, elle, était restée pétrifiée près du grand piano à queue, un Steinway noir dont le vernis reflétait la scène comme un miroir sombre. Pieds nus. Sa nuisette en soie fine glissait sur la froideur du marbre. Sa main gauche était posée sur son ventre, un geste instinctif pour protéger la vie fragile qui grandissait en elle. « S'il te plaît, Philippe, murmura-t-elle, sa propre voix à peine un filet d'air. Tu me fais peur. Te faire peur ? Il rit, un son creux et dangereux qui résonna dans le vaste salon. Tu crois que c'est ça, la peur ? Je vais te montrer ce qu'est la véritable peur. Il traversa la pièce en 3 enjambées calculées. La première chose qui la frappa fut son eau de Cologne, un parfum capiteux et hors de prix, mêlé à l'odeur âcre du whisky. La seconde fut sa main. La gifle claqua dans l'air comme une détonation de pistolet. La tête d'Isabelle pivota violemment sous l'impact. Ses longs cheveux bruns volèrent en une arche sombre et sa lèvre inférieure s'ouvrit contre ses dents. L'écho du coup se figea dans la pièce, suspendant le temps. Même l'orage qui grondait au dehors sembla retenir son souffle. Les genoux d'Isabelle cédèrent. Elle s'effondra lourdement, les paumes de ses mains raclant la surface glacée du marbre. Le goût métallique et chaud du sang emplit sa bouche. Elle leva les yeux, la vision trouble, et aperçut le scintillement du cristal sur le manteau de la cheminée monumentale. Juste au-dessus, une petite lumière rouge clignotait doucement, la caméra, toujours vigilante, toujours en train d'enregistrer. Philippe se pencha sur elle, sa silhouette massive bloquant la lumière du lustre. « Tu m'obliges à faire ça », sa voix était basse, empoisonnée. « Chaque fois, c'est toi qui me pousses à bout. » Elle essaya de parler, mais seul un son rauque s'échappa de sa gorge. « Arrête. Je t'en supplie. » Il ne s'arrêta pas. Il l'attrapa par les cheveux, tirant sa tête en arrière jusqu'à ce qu'elle allait de douleur. « Tu es à moi. Chaque centimètre de toi, chaque souffle que tu prends. » Les larmes coulaient maintenant sur ses joues, chaudes et silencieuses. Elle tenta de repousser ses mains, mais il resserra sa prise, la traînant sur le sol jusqu'à ce que son épaule heurte violemment le pied sculpté d'une table basse. Un cadre photo tomba et se brisa à côté d'eux. C'était leur photo de mariage, leur sourire parfait désormais piégé derrière un verre éclaté. « Regarde-nous, grogna-t-il. Voilà ce que tu es en train de détruire. » La vision d'Isabelle se brouilla. Un coup de tonnerre éclata au-dessus du château, faisant trembler les murs de pierre. Le lustre oscilla, projetant des éclairs de lumière sur leurs reflets déformés. Sa main chercha à tâtons quelque chose pour se défendre. Ses doigts se refermèrent sur une figurine en porcelaine, une ballerine vêtue de blanc. Elle la tenait entre ses mains tremblantes. « S'il te plaît, non. » Il balaya la statuette d'un revers de main, la faisant voler en éclats contre le sol. « Tu demanderas pardon plus tard, dit-il, le souffle court. Tu le fais toujours. » Mais cette fois, elle ne supplia pas. Son corps tremblait de tous ses membres, mais ses yeux se levèrent vers la petite lumière rouge. Pour la première fois, elle la vit différemment.
Non plus comme un témoin silencieux de son calvaire, mais comme sa seule et unique voix. Elle murmura, avec à peine un souffle, « Regarde-moi. Ne laisse pas ça disparaître. » La lumière rouge clignota une fois, constante, implacable. Il s'éloigna, se dirigeant vers le bar en acajou. « Tu as ruiné cette demeure avec tes drames. J'aurais dû te quitter il y a des mois. » Il se servit un autre verre de vin. Son reflet s'étirait dans les cristaux de la bouteille. Le bruit des glaçons dans le seau à champagne ressemblait à une horloge égrenant les secondes. Le corps d'Isabelle était une symphonie de douleur. Elle sentait la brûlure sur sa joue, le pouls martelant derrière ses yeux. Le marbre était glacial sous sa peau, mais la peur la consumait de l'intérieur. Dans ce silence pesant, quelque chose en elle changea. Le tremblement cessa. Les larmes continuaient de couler, mais sa respiration devint lente, contrôlée. Elle posa une main à plat sur le sol et commença à se redresser. Il se tourna, agacé. « Ne te lève pas avant que je ne te le dise. » Elle ne l'écouta pas. Lentement, elle releva la tête. Le sang coulait de sa lèvre, traçant un sillon sombre sur son menton, mais ses yeux étaient fixes. « Tu ne t'arrêteras pas avant d'avoir tout détruit, n'est-ce pas ?» Il laissa échapper un grognement méprisant. « Tu crois que quelqu'un va te croire ? Tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu portes les vêtements que je paie. Personne ne se soucie de toi sans moi. » Le tonnerre rugit à l'extérieur, si fort qu'il fit à nouveau trembler le lustre. Il rit. « Même Dieu est en colère. Qu'il soit en colère contre toi, pas contre moi. » Sa voix était faible, mais ses mots tranchaient comme du verre. « Quelqu'un te regarde en ce moment même. » Il fronça les sourcils, posant son verre. « Que as-tu dit ?» Elle fit un signe de tête vers le mur, où la lumière rouge se reflétait sur le visage de Philippe. Son expression changea. Il se tourna vers la caméra. « Ça, c'est à moi. Cette caméra est pour la sécurité. Elle m'appartient. » Sa voix, elle devint ferme. « Alors tu es aussi le propriétaire de ta propre chute. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Il la regarda, ne sachant s'il devait la frapper à nouveau ou rire. « Tu crois que ça a de l'importance ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de fixer la caméra, les yeux emplis de douleur et d'autre chose, quelque chose de glacial. Il but le reste de son verre et le fracassa contre le comptoir du bar. « Nettoie ça avant que je ne perde patience. » Il sortit, la laissant à genoux au milieu des éclats de verre et du vin renversé. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Le seul son était le goutte-à-goutte du vin depuis la table, chaque goutte tombant près de sa main comme un battement de cœur. La lumière rouge clignota de nouveau. Une, deux fois. Enregistrant, toujours enregistrant. Elle porta une main à sa joue, sentant l'enflure. Le miroir mural lui renvoya le visage d'une étrangère, meurtrie, tremblant, mais vivant. Sa voix trembla, à peine audible. « Ne cligne pas des yeux, dit-elle à la caméra. Si tu arrêtes, je disparais. » Un éclair illumina tout le salon. Pendant un instant, tout fut figé, elle, le verre brisé, la photo de mariage déchirée, le sang, l'œil rouge qui clignotait au-dessus d'eux. Et dans cette lueur blafarde, elle fit une promesse qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Il ne gagnerait pas cette fois. Quand la lumière s'estompa, elle se traîna vers le coin où se trouvait le panneau de contrôle des caméras, dissimulé derrière un tableau de maître. Sa main s'arrêta sur l'interrupteur. Elle ne voulait pas l'éteindre. Elle voulait que l'enregistrement continue. Elle voulait que chaque seconde soit consignée, transformée en mémoire, en preuve, en témoignage. Elle s'assit contre le mur, respirant lentement, son corps secoué de spasmes. Ses yeux restèrent fixés sur la petite lueur rouge au-dessus de la cheminée. Elle clignotait, se reflétant dans ses larmes. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, frappant les vitraux comme si le ciel lui-même voulait entrer pour laver le péché. À l'intérieur, une autre tempête commençait. Elle posa une main tremblante sur son ventre et murmura à la vie qui grandissait en elle, « Tiens bon, mon petit. Nous n'avons pas encore terminé. » Le lustre vacilla une fois, comme si le château tout entier exhalait un soupir. Puis le silence reprit ses droits. Épais, suffocant, interminable. Mais au-dessus de ce silence, la caméra maintenait son pouls lumineux, constant, observant, enregistrant,
attendant la nuit où quelqu'un d'autre franchirait cette porte et verrait ce qu'elle avait vu. Car la caméra ne clignait jamais des yeux, et cette nuit-là, elle avait capturé le début de la fin. Le matin arriva comme un mensonge. Le château paraissait intact, lustré, parfait. Les sols en marbre brillaient de nouveau. L'arôme du café flottait dans l'air, masquant la légère odeur de vin et de peur. Dehors, la pluie avait cessé. À l'intérieur, tout était calme, trop calme. Philippe était assis à la longue table de la salle à manger, consultant son téléphone avec la même expression tranquille qu'il arborait lors des réunions d'affaires et des galas de charité. La seule chose qui bougeait était la petite cuillère en argent qu'il remuait dans son café. Clic, clic, constant, précis, contrôlé. Isabelle se tenait sur le seuil, le visage pâle et enflé sous une mèche de cheveux, la lèvre fendue, le poignet douloureux. Mais elle avait appris depuis longtemps à cacher la douleur derrière le silence. Autrefois, elle croyait que le silence était une question de survie. Maintenant, elle savait que c'était une cage. « Bonjour », murmura-t-elle. Il ne leva pas les yeux. « Il est presque midi. » Elle força un faible sourire. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Il sourit avec sarcasme, sans cesser de lire. « Et à qui la faute ?» Le cœur d'Isabelle se serra, mais elle ne répondit pas. La lumière qui filtrait par les immenses fenêtres donnait à tout un aspect trop propre, trop brillant. Même son reflet dans la vitre lui semblait être celui d'une autre personne, un fantôme piégé dans le luxe. Finalement, il posa son téléphone sur la table. « J'ai appelé l'entreprise de nettoyage. Ils viendront aujourd'hui. Je ne veux voir aucune trace de ce qui s'est passé la nuit dernière. Compris ? » Elle hocha lentement la tête. « Oui. » « Bien, » dit-il en prenant une gorgée de café. « Et ne leur parle pas. Je n'aime pas quand tu parles trop. » Chacun de ces mots était un nouveau verrou qui se fermait autour d'elle. Elle se tourna pour quitter la salle à manger et il ajouta, mais quelque chose de décent. « Tu fais pitié. » Sa main trembla en saisissant le cadre de la porte. « Je le ferai, » murmura-t-elle. Quand elle entra dans la chambre, la lumière du soleil baignait le lit, mais elle semblait froide. Les draps étaient encore froissés par la lutte de la nuit précédente. Elle s'assit sur le bord et regarda l'ecchymose sur son bras. Elle voulut pleurer, mais les larmes avaient des règles dans cette maison. Seulement en privé, et toujours en silence. Sur la commode reposait son téléphone, l'écran fissuré par la chute. Elle le prit et tenta d'appeler sa mère, mais l'écran afficha « aucun signal ». Le symbole du Wi-Fi avait disparu. Il avait de nouveau tout déconnecté. Elle leva les yeux vers le coin du plafond. La petite caméra clignota une fois, rouge et patiente. Elle se souvenait de tout. En bas, elle entendit la voix de Philippe au téléphone. Il semblait calme, charmant, comme si de rien n'était. « Oui, l'affaire est conclue. Bien sûr, je serai à Lyon la semaine prochaine. Ma femme va bien, elle se repose, c'est tout. » Sa main se serra autour du téléphone. Se reposer. Il disait toujours ça. Se reposer, pas briser. Se reposer, pas terrifié. La sonnette retentit. Elle entendit des pas, puis une voix de femme, ferme et professionnelle. Entreprise de nettoyage, monsieur. Utilisez l'entrée de service, répondit-il. Et soyez rapide. Elle resta immobile. Il y avait quelque chose de différent dans cette voix. Trop assurée, trop sereine. Elle se tourna vers le miroir. Ses propres yeux la fixaient, écarquillés, cherchant quelque chose. Les pas se rapprochèrent, résonnant sur le marbre. Puis on frappa doucement à la porte de la chambre. « Madame, puis-je entrer ?» La gorge d'Isabelle se noua. Elle hésita avant de répondre. « Oui. » La porte s'ouvrit lentement et une femme en uniforme gris entra, portant un petit seau et un chiffon plié. Ses cheveux étaient soigneusement attachés et ses yeux étaient vifs, attentifs. « Bonjour, madame. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout. » Il y avait quelque chose de rassurant dans son ton, calme mais vigilant. La sérénité de quelqu'un qui en a déjà trop vu pour avoir peur. La femme observa la pièce avec attention. Elle parcourut les murs, les meubles, le plafond. Son regard s'arrêta un instant sur la caméra, puis elle sourit à peine.
Vous avez un bon système ici. L'épouse cligna des yeux. Mon mari l'a installé. Bien sûr, répondit la femme doucement. Les hommes comme lui le font toujours. Les mots sonnaient étranges, lourds, et elle ne sut s'ils étaient de la compassion ou un avertissement. Avant qu'elle ne puisse répondre, la femme reprit la parole sur un ton plus léger. Y a-t-il des objets fragiles que je devrais éviter? Elle secoua la tête. Non. Tout ce qui pouvait être brisé l'a déjà été. La nettoyeuse la regarda fixement, et pendant un moment, quelque chose brilla derrière son calme. Je vois, murmura-t-elle. Lorsque la femme quitta la pièce, l'épouse resta immobile. Son pouls s'accéléra. La voix de cet inconnu lui avait semblé être un signe. En bas, elle entendit de nouveau son mari. N'entrez pas dans mon bureau, dit-il à la nettoyeuse. Et ne touchez pas à la salle de sécurité. Oui, monsieur, répondit-elle poliment, mais avec une fermeté dans la voix. Isabelle entendit leur voix s'éloigner. Puis elle se rassit sur le lit. Elle posa la main sur son ventre. Nous sortirons d'ici, murmura-t-elle. D'une manière ou d'une autre. Un nuage voila le soleil et la pièce s'assombrit. Elle sentit le poids de la maison peser sur elle, comme si les murs retenaient leur souffle. Plus tard, elle descendit les escaliers. La nettoyeuse était dans le couloir, polissant l'argenterie. Lorsque leurs regards se croisèrent, la femme fit un léger signe de tête, presque imperceptible. Puis elle regarda vers la caméra au-dessus de la porte. L'époux suivit son regard. La lumière rouge restait allumée, fixe, sans clignoter. La nettoyeuse parla très doucement, presque dans un murmure. S'il se passe quelque chose, restez près des caméras. Elle se tendit. Qu'avez-vous dit? Rien, répondit la femme en souriant. Juste que vous serez en sécurité tant qu'on pourra vous voir. Elle s'éloigna d'un pas calme et maîtrisé. Un frisson parcourut le dos d'Isabelle. Son mari apparut dans le couloir quelques secondes plus tard. Toujours en bas? Sa voix était tranchante. Monte. Elle hocha la tête et obéit, passant à côté de lui sans prononcer un mot. En montant, elle sentit son regard planté dans son dos. Vigilant, calculateur. Dans la chambre, elle se rassit près de la fenêtre. Elle observa le jardin, les haies taillées au cordeau, la piscine vide, le monde qui ne voyait jamais ce qui se passait entre ses murs. En bas, le bruit de l'aspirateur remplissait le silence, un son ordinaire mais chargé de tension. Les heures passèrent lentement. Quand le soir arriva, l'air redevint lourd. Il se servit un autre verre de vin, fredonnant une mélodie douce. La nettoyeuse termina son travail et s'approcha avec un geste poli. « Tout est prêt, monsieur. » « Bien, dit-il sans lever les yeux. »« Revenez demain à la même heure. »« Bien sûr, répondit-elle. En sortant, ses yeux se levèrent vers l'épouse, qui observait depuis le haut des escaliers. Un regard bref, un message sans parole. Puis elle partit. Isabelle resta là longtemps, écoutant l'écho doux de la porte qui se fermait. Elle ne savait pas qui était cette femme ni pourquoi sa présence avait altéré l'air de la maison. Mais au fond d'elle, pour la première fois depuis des mois, le silence semblait différent. Il n'était plus vide. Il était en attente. Et quelque part, caché entre les murs, le petit point rouge se mit de nouveau à clignoter. La lumière du soir filtrait à travers les hautes fenêtres, dessinant des lignes nettes sur le sol en marbre. De l'extérieur, le château paraissait paisible, aussi silencieux que toujours. Mais à l'intérieur, chaque ombre avait un pouls. Chaque pas résonnait avec trop de force. Chaque tic-tac de l'horloge sonnait comme un compte à rebours. Philippe faisait les 100 pas. La tension dans ses mouvements était familière, dangereuse. Il détestait le silence quand ce n'était pas lui qui le contrôlait. À première vue, il semblait parfaitement serein, vêtu d'une chemise sombre, les manches retroussées, les cheveux peignés en arrière, comme s'il s'apprêtait à entrer en réunion, pas à déclencher une nouvelle tempête. Isabelle était assise dans un coin du salon, feignant de lire un magazine qu'elle ne voyait pas. Ses yeux se déplaçaient vers le couloir, où se trouvait encore le chariot de nettoyage. L'inconnu était revenu ce matin, courtois et efficace, son visage impossible à déchiffrer. Mais chaque regard qu'elle lançait aux caméras était trop précis pour être une coïncidence. Il s'arrêta et la regarda. « Qu'est-ce que c'est que ça ?
demanda-t-il. Elle cligna des yeux. Je lis, c'est tout. Tu lis? Il sourit avec mépris. Tu ne lis jamais. Ne fais pas semblant d'être cultivé. Soudain, la gorge d'Isabelle se serra, mais elle ne répondit pas. Discuter ne ferait qu'attiser le feu. Elle baissa les yeux et tourna une autre page sans en comprendre un seul mot. Il se dirigea vers le mur où se trouvait la salle de surveillance, la petite pièce qui contrôlait les caméras de sécurité. 6 écrans noirs brillaient doucement, chacun montrant un coin différent de la maison, la porte principale, le jardin, le salon, la cuisine, l'escalier, la chambre. Ses yeux parcouraient les images comme ceux d'un chasseur vérifiant ses pièges. Pourquoi celle-ci ne fonctionne pas? Murmura-t-il en tapotant l'écran en bas à gauche. La nettoyeuse, Chloé, apparut à la porte, un chiffon à la main. Ce n'est que de la poussière, monsieur. La connexion a sauté un instant. Je vais arranger ça. Il l'observa durement, mais elle ne se laissa pas intimider. Bien, faites-le. Oui, monsieur. Elle passa à côté de lui avec des mouvements calmes et assurés. Isabelle regarda depuis le couloir pendant que la femme ajustait un câble derrière le moniteur. Chaque geste était précis, calculé. Pendant un instant, elle vit un petit appareil noir dans la paume de la femme avant qu'il ne disparaisse dans sa manche. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Que faisait-elle? La nettoyeuse termina et se retourna avec un léger sourire. Ça fonctionne maintenant. Il hocha la tête, distrait. Enfin. La femme quitta la pièce avec le même visage serein. En passant à côté d'Isabelle, elle murmura si bas que ce fut à peine un souffle, « Ne montrez pas votre peur. Les caméras voient tout. » Elle resta figée, ne sachant si elle avait bien entendu. Les caméras voient tout. Cela ne sonnait pas comme un avertissement, mais comme une promesse. Ce soir-là, il s'enferma dans son bureau, hurlant au téléphone à propos de contrats et de délais. Sa voix traversait les couloirs, tranchante et froide. J'ai dit de déplacer l'argent aujourd'hui. Je me fiche de ce que dit la banque. Elle resta dans la cuisine, les mains tremblantes, tandis qu'elle lavait une tasse déjà propre. La nettoyeuse était à côté d'elle, séchant le plan de travail en silence. Quand leurs regards se croisèrent, la femme parla à voix basse. Vous devez être prudente. Il surveille votre téléphone. La tasse lui glissa des mains et heurta l'évier avec un bruit sec. Comment le savez-vous? La femme baissa encore plus le ton. Parce que les hommes comme lui le font toujours. Il vérifie les messages, les appels, les mots de passe. Ici, vous ne pouvez rien cacher. Mais il existe des moyens. Les lèvres d'Isabelle tremblèrent. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui est déjà passé par là, répondit la femme sans montrer d'émotion. Écoutez bien, s'il vous interroge à mon sujet, ne dites rien. Compris? Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas lourds se firent entendre dans le couloir. Il arrivait. La femme prit le pulvérisateur et se remit à nettoyer le plan de travail avec un naturel parfait. Il entra dans la cuisine, les yeux chargés de suspicion. De quoi chuchotiez-vous? Isabelle se tourna trop vite, forçant un sourire. Je me demandais juste où ranger les produits de nettoyage. Il les observa toutes les deux. Le silence était si dense qu'il était difficile de respirer. Puis il dit, « Je n'aime pas les secrets dans ma maison. » La nettoyeuse soutint son regard sans crainte. « Il n'y a pas de secret, monsieur, seulement de la poussière. » Il la fixa quelques secondes de plus, la mâchoire tendue. Puis il partit en marmonnant entre ses dents. Isabelle laissa échapper son souffle lentement. Ses mains étaient toujours mouillées, l'eau coulant dans l'évier. La nettoyeuse se pencha un peu vers elle. Il vérifie votre emploi du temps. Si vous quittez la maison, il le saura. Restez près des caméras. Elle vous protège plus que vous ne le croyez. Elle regarda vers le couloir. Le petit œil rouge brillait, constant. Pour la première fois, elle n'en eut pas peur. Cette nuit-là, il se remit à boire. L'odeur de whisky emplit la maison comme un poison. Il bloqua son téléphone, alluma la chaîne stéréo et laissa la musique classique inonder l'air. C'était magnifique et complètement déplacé dans cette atmosphère. Elle était dans la chambre, regardant le reflet de la porte dans le miroir. Son téléphone vibra une fois.
Pas de numéro, juste un message vide. Elle l'ouvrit. 3 mots apparurent à l'écran, je vous vois. Sa respiration se coupa. Elle regarda vers la fenêtre, puis vers la caméra dans le coin. La lumière rouge clignota 2 fois et s'arrêta. Des pas dans le couloir. Il ouvrit la porte, la voix douce mais chargée de menaces. Pourquoi ton téléphone est-il allumé? Je t'ai dit que je m'occupais de tout. Je voulais juste voir l'heure, répondit-elle rapidement. Il s'approcha, imposant. Tu n'as pas besoin de connaître l'heure. Tu as juste besoin de faire ce que je te dis. Il lui arracha le téléphone des mains et le jeta sur le lit. Ne me mets pas à l'épreuve. Elle essaya de respirer calmement, les mains serrées derrière son dos. La caméra les reflétait tous les deux. Sa silhouette dominante, la sienne, petite et tremblante. Quand il partit enfin, elle tomba sur le sol. Le téléphone vibra à nouveau. Le message disait « N'ayez pas peur. L'aide est en route ». Elle le pressa contre sa poitrine, retenant ses larmes. Qui que ce soit, cette personne savait ce qui se passait. Peut-être la nettoyeuse, peut-être quelqu'un d'autre. Pour la première fois, l'espoir semblait réel. En bas, la voix de Philippe rugit de nouveau. Des mots de colère sur l'argent, la trahison, les menaces. Elle comprit que sa fureur n'était pas seulement dirigée contre elle. C'était de la peur. La peur de perdre le contrôle. La nettoyeuse passa devant la porte ouverte, une serpillière à la main. Son visage était toujours serein, mais en tournant le coin, Isabelle aperçut une petite oreillette cachée derrière ses cheveux. Son cœur s'emballa. Elle murmura à peine, « Qui êtes-vous » La femme ne se retourna pas. « Quelqu'un qui ne cligne pas des yeux », répondit-elle, et elle disparut dans le couloir. Dehors, le tonnerre gronda au loin. À l'intérieur, la lumière rouge de la caméra se remit à clignoter, constante et vigilante. La maison n'était plus silencieuse. Elle était éveillée. La tempête arriva sans prévenir. Le ciel au-dessus de la Touraine s'ouvrit avec un coup de tonnerre et le château sembla frémir sous son poids. Les fenêtres vibraient et le vent hurlait dans les couloirs comme un avertissement que personne ne pouvait entendre. À l'intérieur, l'air était chargé de whisky, de parfum et de rage. Philippe buvait depuis l'après-midi, se déplaçant de pièce en pièce avec une bouteille à moitié vide à la main. Chaque pas laissait une trace humide de l'alcool renversé. Son téléphone sonna une fois, puis une autre. Il ne répondit pas. Les affaires pouvaient attendre. Cette nuit-là, il s'agissait de contrôle. Cette nuit-là, il s'agissait de lui rappeler à qui elle appartenait. Elle était dans la chambre, assise au bord du lit, les bras croisés sur son ventre. Son cœur battait la chamade, non seulement de peur, mais aussi de fatigue. La journée avait été interminable, chaque minute étirée jusqu'à la rupture. En bas, elle entendit ses pas lourds et irréguliers. Puis vint le fracas d'un autre verre se brisant sur le sol. « Viens ici !» cria-t-il. Maintenant. Sa respiration se bloqua. Elle ne bougea pas. Il rugit de nouveau, plus fort. Ne m'oblige pas à monter. Elle se leva lentement, les mains tremblantes, tout en lissant sa robe. Elle leva les yeux vers le coin du plafond, où la petite caméra clignotait en rouge. « S'il vous plaît, que quelqu'un voie ça », murmura-t-elle avant de quitter la chambre. Le couloir était dans la pénombre. Le lustre du plafond clignotait au rythme de l'orage extérieur. Quand elle arriva en bas de l'escalier, il l'attendait. La chemise ouverte, la cravate dénouée, les yeux injectés de sang. « Tu crois que tu peux m'ignorer » dit-il en s'approchant. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Elle secoua la tête. « S'il te plaît, tu as bu. Parlons-en demain. » Il rit. Un son bref et cruel. « Demain ? Tu ne me dis pas quand parler. » Il bougea rapidement, lui saisissant le poignet et la tirant vers lui jusqu'à ce qu'elle puisse sentir l'alcool sur son haleine. « Tu as été bizarre ces derniers temps, » dit-il en chuchotant, avec cet employé. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Rien, répondit-elle immédiatement. Elle ne fait que nettoyer. Mensonge. Sa prise se resserra. « S'il te plaît, tu me fais mal, » cria-t-elle. Ses yeux se levèrent vers la caméra au-dessus de la porte. « Ah »
Tu crois que ça va te sauver? C'est à moi. Je possède chaque recoin de cette maison, chaque câble, chaque image. Sa voix se brisa. Alors tout le monde verra qui tu es vraiment. Les mots le coupèrent comme un couteau. Sa main se leva et il la gifla avec une telle force que sa tête pivota brusquement. Le coup résonna dans le couloir, plus fort que le tonnerre. Elle recula en chancelant et heurta la console du vestibule. Le vase à côté d'elle tomba et se brisa, projetant des éclats de verre sur le sol. Il ne s'arrêta pas. Sa fureur n'avait pas de limite. Il la saisit par les épaules, la secouant avec une telle violence que ses cheveux lui couvrirent le visage. « Tu ne me parleras pas comme ça !» cria-t-il. « Arrête, Alta-TL, s'il te plaît, arrête. » Il la poussa en arrière. Elle heurta le mur et s'effondra. Le monde tournait, flou, taché de rouge et d'or par la lumière du lustre. Elle sentit à nouveau le goût du sang, et alors, quelque chose à l'intérieur d'elle se brisa. Pas les os, ni la voix, mais quelque chose de plus profond. Elle regarda l'homme à qui elle avait autrefois confié sa vie et ne ressentit que du froid. Elle se redressa lentement, les yeux fixes, et murmura « Tu ne peux plus te cacher ». Il s'arrêta, surpris par son ton. « Que as-tu dit » Son regard s'éleva au-dessus de lui. « Regarde. » Il se tourna et le vit. La caméra, sa lumière rouge, plus brillante que jamais, enregistrant tout. Pour la première fois, elle semblait le regarder directement. Il avança avec fureur. « Je vais détruire cette chose. » Alors qu'il se déplaçait, son pied marcha sur un des éclats de verre. Il trébucha, juste assez pour qu'elle voie une opportunité. Elle courut vers la sortie, mais il la rattrapa, la saisissant par le bras. « Tu ne vas nulle part. » La lutte fit tomber une autre table. Un cadre tomba et se brisa. Le bruit remplit la maison. Tonnerre dehors, cris dedans, le chaos complet. Puis une voix trancha l'air. Sereine, ferme, féminine. Assez. Il se tourna brusquement vers le son. L'employée, Chloé, se tenait sur le seuil. Son visage était impénétrable, sa posture ferme, malgré le vent qui hurlait derrière elle. Elle n'avait plus ni gants ni seau, seulement une carte professionnelle dans la main qui brillait sous la lumière. « Qui diable êtes-vous » cria-t-il. Elle s'avança lentement, la voix contrôlée. « Quelqu'un qui en a assez vu. » Il laissa échapper un rire incrédule. « Vous allez me donner des ordres ? C'est ma maison. » « Pas ce soir, » répondit-elle calmement. « Ce soir, c'est une scène de crime. » Pendant un instant, il hésita. L'autorité dans sa voix était différente, professionnelle, entraînée. Puis il vit les lettres sur la carte. Service secret. Le rire mourut sur ses lèvres. « Vous faites une erreur, » dit-il en essayant de se ressaisir. « C'est un malentendu. »« Ah oui » répondit-elle. « Parce que je viens de vous voir agresser votre femme sur un enregistrement en direct. » Il regarda à nouveau la caméra, et la panique traversa son visage. « C'est une propriété privée. »« Plus maintenant, » répondit-elle. « Maintenant, c'est une preuve. » Il se jeta sur elle, essayant de lui arracher la carte, mais elle fut plus rapide. D'un seul mouvement, elle lui tordit le bras derrière le dos et le força à tomber à genoux. Le geste était net, précis, implacable. Il gémit de douleur. « Vous ne savez pas à qui vous vous en prenez. »« Aussi, je le sais, » dit-elle froidement. « Je vous observe depuis des semaines. » Isabelle restait immobile, tremblante. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. La femme de ménage, ou plutôt, l'agente, la regarda avec calme et urgence. « C'est fini. Vous êtes en sécurité maintenant. » Isabelle s'effondra au milieu du verre et du vin renversé. Le bruit de la pluie frappant les fenêtres devint plus fort, couvrant presque ses malédictions. L'agente sortit un petit appareil de sa poche et appuya sur un bouton. Cible sécurisée. Je demande des renforts. Violence conjugale et fraude financière confirmée. Un bourdonnement retentit dans son oreillette, suivi d'une voix faible. Reçu, équipe en route. Il tenta de bouger, mais la pression de son bras augmenta. Le vin, le sang et les fragments de verre reflétaient la lumière comme si toute la maison saignait.
Isabelle leva les yeux vers la caméra. La lumière rouge clignota une fois de plus, constante, patiente. La vérité était enfin visible, et il y avait une beauté dans sa crudité. Les sirènes commencèrent à se faire entendre au loin. L'agente resserra sa prise et dit à voix basse, « Vous auriez dû vous en souvenir. » La caméra ne cligne jamais des yeux. Il resta immobile, respirant avec difficulté tandis que son empire de contrôle s'effondrait seconde après seconde. Isabelle ferma les yeux et murmura entre des lèvres tremblantes, « Merci. » L'agente hocha la tête une seule fois, fermement. Vous vous êtes sauvé au moment où vous avez décidé de lever les yeux. Dehors, la pluie tombait avec plus de force, emportant les derniers vestiges d'illusion. À l'intérieur, le château restait immobile, éclairé uniquement par le pouls constant de la lumière rouge, enregistrant la fin de son pouvoir et le début de sa liberté. La pluie continuait de s'abattre sur le château, un rythme constant qui remplissait le silence laissé derrière. Le sol était jonché de verre brisé et de sang, et l'odeur de vin flottait lourdement dans l'air. L'agente se tenait droite au milieu du chaos, les cheveux sombres humides à cause de l'orage, le visage impénétrable. L'homme, Philippe, gisait sur le sol, menotté, respirant avec difficulté, ses yeux oscillant entre la peur et la fureur. Isabelle était assise à proximité, tremblante, le dos contre le mur. Le monde autour d'elle semblait irréel, distant. Le lustre se balançait au-dessus d'eux, projetant des éclats fragmentés comme des morceaux de vérité, trop tranchants pour être touchés. « Ne bougez pas, » dit l'agente sans le regarder. « Vos jeux sont terminés. » Il laissa échapper un rire amer. « Vous croyez que ça va servir à quelque chose ? Je serai libre avant l'aube. Mes avocats vont vous anéantir. » Elle se pencha à côté de lui, baissant la voix. « Vous faites l'objet d'une enquête depuis des mois. Fraude, extorsion, agression. Il n'existe pas d'avocat assez puissant pour effacer ce genre de vérité. » Il cracha sur le sol, manquant de peu ses chaussures. « Vous mentez. » Les yeux de l'agente restaient calmes, mais il y avait de l'acier dans son regard. « Je ne mens pas. Je collecte des preuves. » La voix d'Isabelle se brisa. « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ?» L'agente se tourna enfin vers elle, sur un ton plus doux. « Je m'appelle Chloé Dubois. Je travaille pour les services secrets français. Nous suivons les affaires de votre mari depuis un certain temps. Nous savions qu'il était dangereux, mais nous n'imaginions pas à quel point. Jusqu'à ce soir. » Isabelle secoua la tête, submergée par l'incrédulité. « Tout ce temps, vous étiez ici, prétendant être une femme de ménage. » Chloé hocha la tête. « Nous avions besoin de quelqu'un à l'intérieur de la maison. Son système de sécurité était trop fermé. Les caméras qu'il croyait le protéger sont celles qui nous ont donné tout ce dont nous avions besoin. » Isabelle leva les yeux vers la lumière rouge qui clignotait toujours au-dessus de la porte. Pendant des mois, elle l'avait vu comme une arme, un espion silencieux qui la maintenait piégée. Maintenant, elle la voyait différemment. C'était l'œil qui l'avait sauvée. En bas, le son des sirènes se faisait plus fort. Chloé se leva et ajusta sa veste. « L'aide est arrivée, » dit-elle à voix basse. L'homme se débattit contre ses menottes. « Vous ne pouvez pas faire ça chez moi. Vous n'en avez pas le droit. » « Cette maison, » répondit Chloé, « n'est plus la vôtre. » Deux agents en uniforme firent irruption, trempés par la pluie. Ils observèrent la scène quelques secondes avant de s'approcher de lui. Chloé leur tendit une clé USB. « Toutes les preuves sont ici. Agression conjugale enregistrée par caméra avec horodatage exact, et les fichiers de ses comptes privés. Chaque virement illégal que nous avons tracé. » Les policiers échangèrent un regard grave et relevèrent l'homme. Sa chemise de marque était déchirée, ses cheveux en désordre, mais l'arrogance s'accrochait encore à son visage. « Vous allez le regretter, » marmonna-t-il entre ses dents. Chloé soutint son regard sans ciller. « Non, c'est vous qui le regretterez. » Ils l'entraînèrent dehors sous la pluie, tandis que ses insultes se perdaient derrière la grille. La porte se referma avec force et, pour la première fois depuis des années, la maison parut calme. Isabelle était toujours immobile sur le sol, les doigts crispés sur le bord de sa robe. Chloé s'approcha lentement et s'accroupit à côté d'elle. « Vous avez besoin de soins médicaux, » dit-elle avec douceur. « L'ambulance est en route. »« Je vais bien, » murmura la femme, même si ce n'était pas le cas.
Elle avait la lèvre fendue, les bras couverts d'ecchymoses, mais les blessures les plus profondes étaient invisibles. Peur, honte, incrédulité. Je pensais que personne ne l'arrêterait jamais. Chloé regarda autour d'elle le salon dévasté. Les hommes comme lui croient pouvoir acheter le silence. Mais le silence prend fin lorsque la vérité est enregistrée. Elle baissa les yeux, la voix brisée. Je pensais que cette caméra était son arme. Je pensais qu'elle me surveillait. C'était le cas, dit Chloé. Mais ce soir, elle le surveillait, lui. Dehors, les gyrophares bleus et rouges illuminaient la nuit. Les agents se déplaçaient dans les couloirs, documentant tout. Chloé se releva et lui tendit la main. Venez avec moi. Vous n'avez pas à rester ici. Isabelle hésita. Ses yeux parcoururent la pièce une dernière fois. Chaque fragment de verre, chaque tache sur le sol, racontait l'histoire qu'elle avait vécue en silence. Elle prit la main de Chloé et se leva lentement. Elles marchèrent ensemble vers l'entrée. La pluie filtrait en une légère brume fraîche sur sa peau. Elle avait oublié la sensation de l'air pur. Sur le seuil, elle s'arrêta. Que va-t-il se passer maintenant? Chloé la regarda avec une expression sereine et ferme. Maintenant, vous recommencez. Il fera face à la justice et vous serez protégé. Je vous le garantis. Isabelle hocha la tête, à peine audible. Merci. Chloé lui posa une main sur l'épaule. Ne me remerciez pas. Remerciez la femme qui a refusé de se taire. Derrière elle, le lustre clignota une fois de plus, ses cristaux tremblant comme si la maison exhalait enfin un soupir. La lumière rouge au-dessus de la porte vacilla une dernière fois avant de s'éteindre. Chloé la guida vers l'extérieur. La pluie s'était transformée en bruine, l'air frais et lourd de renouveau. Les lumières de la police teintaient l'entrée de bleu et de blanc, effaçant la couleur du sang. Isabelle regarda en arrière une dernière fois. À travers les hautes fenêtres, elle vit son reflet, meurtri, tremblant, mais debout. Dans ce reflet, elle ne ressemblait plus à une victime. Elle semblait vivante. Et tandis que l'orage s'éloignait, le château restait silencieux. Ses secrets exposés, son pouvoir détruit. Pour la première fois, la nuit semblait propre. Le matin glissa sur Lyon sous un ciel gris et lourd. L'orage était passé, mais son souvenir s'accrochait encore au château comme la fumée après un incendie. La maison, autrefois silencieuse, était maintenant remplie du bourdonnement des radios de la police, du clic des appareils photo et du murmure bas des agents qui recueillaient des preuves. La lumière dorée qui filtrait autrefois par les murs de verre semblait maintenant froide, stérile, implacable. Philippe était assis au bord du canapé, les poignets menottés, sa chemise de créateur trempée et froissée. Ses yeux se déplaçaient d'un coin à l'autre, cherchant un moyen de remonter le temps. Il avait construit cette maison comme un monument à son contrôle. Maintenant, c'était une cage. « Avez-vous une idée de qui je suis » cria-t-il d'une voix rauque. « Vous ne pouvez pas m'arrêter sans mandat. Je possède la moitié de la ville. » Un des officiers le regarda avec un calme professionnel. « Vous la possédiez » dit-il à voix basse en vérifiant les menottes. « Plus maintenant. » L'agent de Chloé Dubois se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, observant l'aube filtrer à travers la vitre couverte de pluie. Elle n'avait pas besoin de lui répondre. La vérité était déjà écrite sur les murs, dans le sang, dans le verre brisé, dans la lumière rouge qui avait tout capturé. Son avocat arriva en haletant, le visage pâle et une mallette qui semblait soudain trop petite pour contenir autant d'excuses. « Monsieur Leclerc, je vais arranger ça, balbutia-t-il, mais il n'osa même pas regarder Chloé. Elle se tourna à peine, sa voix ferme et sereine. Il sera accusé de multiples chefs d'agression conjugale, d'évasion fiscale et de détournement de fonds. Le tout vérifié par vidéo, horodatage et preuves numériques. Les détails sont dans le rapport. L'avocat déglutit. Nous négocierons. Chloé ne s'y a pas. On ne négocie pas avec la vérité. L'homme la regarda avec rage, désespéré de reprendre le contrôle. Vous vous trompez. Vous croyez pouvoir me détruire avec une seule vidéo? Elle s'approcha, baissant la voix. Ce n'est pas une seule vidéo. Ce sont des mois d'enregistrement, de transactions et de témoins que vous pensiez avoir réduits au silence. Votre propre maison vous a trahi. Chaque mur a écouté. Il frissonna.
Pour la première fois, il comprit l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Dehors, la presse s'était déjà rassemblée derrière les grilles. Les caméras crépitaient sous la pluie. Les journalistes criaient des questions à l'arrivée des fourgons de police, mais Chloé les ignora. Son attention était portée sur la femme qui se tenait dans le vestibule, enveloppée dans une couverture, le visage pâle mais serein. Isabelle observait les préparatifs pour l'emmener. Il n'y avait pas de triomphe dans son expression, seulement l'épuisement de quelqu'un qui a survécu à ce qu'il n'aurait jamais dû vivre. Il la regarda avec mépris. « Tu crois qu'ils vont te croire? Tu crois que quelqu'un se soucie de ton histoire ?» Elle ne bougea pas. « Je n'ai pas besoin qu'ils me croient, » répondit-elle calmement. « J'ai la vérité. » Sa voix était ferme, ses yeux ne tremblaient pas. Le pouvoir qui lui avait autrefois appartenu habitait maintenant dans son silence. Tandis que les agents le conduisaient vers la sortie, il se tourna une dernière fois vers Chloé. « Vous ne comprenez pas. Les gens comme moi ne tombent pas. Nous nous reconstruisons. » Chloé soutint son regard, son ton calme et tranchant. « Les gens comme vous reconstruisent toujours la même chose, des mensonges. » Mais cette fois, les fondations ont disparu. Ils le poussèrent dans le véhicule. La porte se referma avec un bruit métallique qui résonna dans les couloirs vides. À l'intérieur de la maison, Chloé respira profondément. L'odeur de la pluie se mêlait au parfum cher qui flottait encore dans l'air, le fantôme d'un empire qui venait de s'effondrer. Elle se tourna vers Isabelle, adoucissant son expression. « Vous avez tout fait correctement, » dit-elle avec douceur. « Vous avez survécu. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas survécu parce que j'étais courageuse. J'ai survécu parce que vous êtes venu. » Chloé sourit à peine. « Non, je n'ai fait qu'ouvrir la porte. C'est vous qui avez décidé de la franchir. » Un officier s'approcha avec un dossier. « Agente, nous avons vérifié tout le rez-de-chaussée. Les registres financiers correspondent aux comptes à l'étranger. Tout est prêt pour son transfert au central. »« Parfait, » répondit Chloé. « Scellez la propriété. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation. » L'officier hocha la tête et partit. Isabelle regarda le grand salon. Le verre brisé brillait sur le sol. Les meubles renversés, le marbre taché de sang. C'était tout ce qui restait d'une vie construite sur les apparences. Elle fit un pas en avant et parla à voix basse, sur un ton final. « Avant, je trouvais cette maison magnifique. » Cette maison était magnifique, compléta Chloé. « Et maintenant ? » « Maintenant, je la vois pour ce qu'elle est vraiment, » répondit-elle. « Une prison déguisée en perfection. » Chloé hocha lentement la tête. « Alors, laissez-la derrière vous. » La femme hésita. Son regard se posa sur la caméra au-dessus de la porte, celle-là même qui avait enregistré sa pire nuit et son premier moment de liberté. La lumière rouge était éteinte, mais elle pouvait encore sentir sa présence. Elle murmura « Merci ». Chloé pencha la tête. « À qui ? » ?»« À quiconque regardait, » dit-elle. « Peut-être à moi-même. » Dehors, les premiers rayons de soleil perçaient les nuages. La pluie avait cessé, laissant l'air propre et lourd. Chloé l'accompagna jusqu'à la voiture qui attendait à l'entrée. Elle s'arrêta sur le seuil. « Où irez-vous ? » demanda Chloé. « N'importe où, sauf ici, » répondit la femme. « Un endroit tranquille. Je veux juste la paix. » Chloé hocha la tête. « Vous l'aurez. La justice a déjà commencé. » La voiture s'éloigna lentement, laissant le château derrière elle. Immense, silencieux, dépouillé de son pouvoir. Pendant des années, il avait été un monument à l'arrogance. Maintenant, il n'était plus que pierre et ombre. Chloé la regarda s'évanouir dans la brume matinale. L'affaire était terminée, mais son écho resterait. La lumière rouge qui clignotait, la voix tremblante qui avait osé dire « assez ». L'instant où la vérité avait pris forme dans une maison construite sur des mensonges. Pour la première fois, l'agente Chloé Dubois se permit de relâcher sa respiration. La ville se réveillait, la journée commençait, et quelque part, au rythme tranquille des rues mouillées, la justice semblait réelle. La ville était de nouveau calme. Le chaos de la nuit précédente s'était dissous dans une tranquillité étrange, lourde du poids de tout ce qui avait été laissé derrière. Le soleil se levait lentement sur Lyon,
sa lumière glissant entre les nuages comme un pardon. Le château qui avait autrefois régi sa vie se trouvait maintenant derrière un cordon de police, les portes scellées et les fenêtres vides. Le bruit de la pluie avait cessé, mais elle l'entendait encore dans son esprit, résonnant à chaque battement de son cœur. Elle était assise sur la banquette arrière de la voiture de service qui traversait les rues étroites. Ses mains étaient jointes, tremblant légèrement de fatigue. Ses cheveux étaient encore humides, sa lèvre enflée, mais ses yeux étaient différents. Il y avait quelque chose de nouveau en eux. Pas du soulagement, pas encore de la paix, mais de la force. Une force silencieuse qui commençait à grandir. L'agente Chloé Dubois était à ses côtés, lisant un dossier en silence. De temps en temps, elle levait les yeux pour s'assurer que la femme allait bien. Elle ne posait pas de questions, ce n'était pas nécessaire. Certaines histoires s'écrivent en silence. Finalement, la femme parla. Sa voix était rauque, mais ferme. C'est étrange. J'ai toujours pensé que la liberté ferait plus de bruit. Chloé la regarda. La liberté crie rarement. Elle murmure. La femme sourit faiblement, le regard perdu par la fenêtre. La ville, dehors, se réveillait. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Des enfants passaient à vélo. L'arôme du café emplissait les rues. Tout semblait ordinaire, mais pour elle, c'était un autre monde. Ils arrivèrent dans un quartier résidentiel tranquille. La voiture s'arrêta devant un petit immeuble, modeste et serein, avec des jardinières sur le balcon et du linge flottant au vent. « Vous pouvez rester ici pour l'instant, » dit Chloé. « C'est un gîte sécurisé en Dordogne. Il y a de la nourriture, des vêtements et du personnel médical si vous en avez besoin. » La femme hocha la tête et descendit de la voiture. Le sol était humide sous ses chaussures. Elle leva les yeux vers le balcon, vers les fleurs qui bougeaient doucement dans la brise, et pour la première fois depuis des années, elle sentit un air qui ne lui appartenait pas, à lui. À l'intérieur, la maison sentait le désinfectant et le pain frais. Une infirmière s'approcha d'une voix douce et aimable, la guidant vers une petite chambre. Elle s'assit sur le lit, le corps lourd mais l'esprit agité. Le silence, ici, était différent. Il n'étouffait pas, il lui permettait de respirer. Chloé attendit à la porte, l'observant toujours. « Vous aurez besoin de temps pour vous reposer, » dit-elle. « Mais quelqu'un de notre équipe vous aidera à faire votre déposition quand vous serez prête. » La femme leva les yeux. « Il restera longtemps en prison. » Chloé soupira. « Assez longtemps. Les crimes financiers à eux seuls pourraient le garder là pendant des décennies. Et les accusations d'agression garantiront qu'il ne s'approchera plus jamais de vous. » Elle hocha la tête, bien que son expression ne changeât pas. La justice lui semblait lointaine, comme quelque chose se passant sur une autre planète. L'important, maintenant, était de survivre. Quand Chloé partit, elle s'allongea un moment, fixant le plafond. Les fissures dans la peinture lui rappelaient des veines, de fines lignes qui apportaient la vie à travers quelque chose de brisé. Elle ferma les yeux et se permit de se souvenir. Le verre, les cris, la lumière rouge clignotant au-dessus d'elle. Pour la première fois, le souvenir ne la paralysa pas. Il faisait mal, mais il la renforçait aussi. On frappa doucement à la porte. En l'ouvrant, elle vit Chloé, de retour, une enveloppe à la main. « Ce sont vos documents, » dit-elle. « Pièce d'identité, accès bancaire temporaire et un numéro de contact en cas d'urgence. » La femme la prit avec précaution. « Merci, » murmura-t-elle. Chloé hésita un instant puis ajouta, « Vous n'avez pas à commencer seul. Nous pouvons vous mettre en contact avec un réseau de soutien aux victimes, des gens qui ont vécu la même chose, des gens qui comprennent. » La gorge d'Isabelle se serra. « Je ne sais pas si je suis prête à en parler. »« Vous n'êtes pas obligé, » répondit Chloé avec douceur. « Vous devez juste vivre. » Les mots restèrent gravés en elle, simples mais profonds. Elle hocha la tête. Chloé se retourna pour partir, mais avant de le faire, la femme demanda, « Pourquoi m'avez-vous aidé ? Vous auriez pu simplement envoyer la police. » Chloé s'arrêta et la regarda avec une expression sereine, impossible à lire. « Parce que j'ai été comme vous, un jour, » dit-elle. « Et quelqu'un m'a aidé. » La porte se referma en silence, la laissant seule avec ses pensées. Elle s'assit près de la fenêtre, la lumière de midi se déversant sur ses mains. La ville, dehors, semblait infinie.
Pendant des années, elle avait vu le monde à travers la peur et le verre. Maintenant, même le plus petit son, le murmure du trafic, le battement d'ailes des pigeons lui semblait vivant. Elle prit la tasse de thé que l'infirmière avait laissée sur la table. Son reflet tremblait dans le liquide, chaud et humain. Elle toucha doucement sa joue meurtrie, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance. « Tu as réussi », murmura-t-elle. Une seule larme coula sur son visage, mais ce n'était pas de la douleur. C'était de la libération. Plus tard dans l'après-midi, Chloé revint la voir avant de partir. « Nous resterons en contact, dit-elle. Il y aura des audiences, des dépositions, peut-être la presse. Ne vous inquiétez pas, nous vous protégerons. » La femme était toujours près de la fenêtre, la lumière du soleil baignant son visage. « Je n'ai plus peur, dit-elle. Chloé sourit légèrement. « Bien. C'est le début. » Quand l'agente partit, la femme resta là, regardant le ciel. Le soleil avait complètement percé les nuages et sa lumière était vive et dorée. Au plus profond d'elle-même, elle sentit la vie revenir, silencieuse et constante, comme le battement d'un cœur qui redécouvre sa raison d'être. Elle murmura pour elle-même, « C'est donc ça, le son de la liberté. » Et pour la première fois, elle y crut. Les jours passèrent et Lyon reprit peu à peu son rythme. Mais à l'intérieur du petit gîte sécurisé, le temps semblait s'écouler plus lentement. Le monde extérieur tournait entre les titres des journaux et les rumeurs. Le nom de Philippe, l'homme d'affaires puissant devenu criminel, apparaissait sur tous les kiosques. Sa chute était imprimée en grosses lettres dans toute la ville, mais elle refusait de le lire. Pour elle, la vérité n'était pas une histoire pour le monde. C'était une blessure qui saignait encore en silence sous la peau. Elle passait ses matinées assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, observant les changements de lumière. Les ecchymoses sur son visage commençaient à s'estomper, ne laissant que des traces pâles de la violence qui l'avait presque détruite. Les marques les plus profondes, les invisibles, mettraient plus de temps. Certains matins, elle se réveillait en sursaut, entendant encore la gifle, le verre se briser, le son de sa propre respiration piégée par la peur. Mais ensuite, elle voyait la lumière du soleil filtrer à travers les rideaux et se souvenait que le cauchemar était terminé. L'agente Chloé Dubois lui rendait souvent visite. Elle arrivait sans prévenir, toujours calme, toujours ferme. Elle apportait des nouvelles de l'enquête, mais surtout, elle apportait le silence. Un silence qui laissait de la place pour guérir. L'affaire financière avance rapidement, dit Chloé un matin, assise en face d'elle à la table de la cuisine. Le parquet ajoute des charges chaque jour. Votre témoignage aidera à clore le dossier. La femme remua lentement son thé, observant la vapeur s'élever de la tasse. Je vais devoir l'affronter. Le ton de Chloé s'adoucit. Pas directement. Nous nous occuperons de la majeure partie. Mais la vérité doit venir de vous. Vous êtes la seule à pouvoir confirmer ce qu'était vraiment cette maison. Elle leva les yeux. Cette maison était un piège. Chaque pièce avait une règle. Chaque porte, une serrure. Chloé hocha la tête. Et maintenant, c'est une preuve. Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse. Au loin, les cloches d'une église sonnèrent. La femme soupira, serrant la tasse entre ses mains. Je ne veux pas revivre ça. Je veux juste oublier. Chloé se pencha un peu en avant. Oublier n'est pas guérir. Parfois, il faut affronter ce qui s'est passé pour que cela perde son pouvoir sur vous. Elle hocha lentement la tête, comprenant mais toujours craintive. J'ai l'impression que si j'en parle, je vais me briser à nouveau. Non, vous ne le ferez pas, dit Chloé. Vous vous êtes déjà brisée, et vous vous êtes reconstruite. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes qu'elle n'essaya pas de cacher. Pourquoi les gens comme lui croient-ils toujours qu'ils s'en sortiront impunément? Parce qu'ils confondent l'argent avec la protection, répondit Chloé. Ils croient que la vérité peut s'acheter ou s'enterrer. Mais elle trouve toujours un moyen de sortir à la lumière. Parfois, elle a juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la dire. La femme regarda par la fenêtre. Les nuages s'étaient ouverts et le ciel était d'un bleu pur. Je n'ai jamais voulu être courageuse, dit-elle à voix basse. Chloé sourit doucement. C'est ce qui vous rend courageuse. Plus tard dans la journée, elle rencontra une conseillère du gouvernement assignée à son cas. La femme était aimable, avec des yeux chaleureux et un carnet rempli de questions prudentes.
Elles parlèrent de la peur, du contrôle, des années qu'elle avait passées à marcher sur des œufs pour maintenir la paix. Pour la première fois, elle dit à voix haute des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Elle raconta comment elle comptait les pas de Philippe dans le couloir pour deviner son humeur, comment elle avait appris à retenir sa respiration quand il entrait dans une pièce. La conseillère écouta sans l'interrompre, sans rien écrire, jusqu'à ce qu'elle ait fini. « Vous avez porté ça seule pendant très longtemps, dit-elle avec douceur. » La femme hocha la tête, la gorge serrée. « Je pensais que le silence me garderait en sécurité. Et maintenant, je sais que le silence a failli me tuer. » Quand Chloé revint cet après-midi-là, elle la trouva de nouveau près de la fenêtre, mais quelque chose avait changé. Il y avait de la fermeté dans sa posture, un calme défiant dans son regard. « Vous êtes allé à la séance ?» dit Chloé. La femme hocha la tête. « J'ai parlé. J'ai pleuré. Je l'ai détesté. Et je suis toujours debout, répondit-elle. Chloé sourit. C'est un progrès. La femme se tourna vers elle. Croyez-vous que les gens peuvent changer? Chloé réfléchit un moment. Je crois que les gens révèlent qui ils sont vraiment quand ils perdent le contrôle. Le changement vient après, quand la vérité a tout brûlé. La femme hocha lentement la tête. Alors peut-être que le feu était nécessaire. Elles restèrent silencieuses un moment, écoutant le bruit du trafic du soir venant de la rue. Quelque part à proximité, une guitare jouait une mélodie douce et mélancolique. Finalement, la femme reprit la parole, d'une voix basse mais assurée. « Quand je témoignerai, ce ne sera pas par vengeance. »« Pourquoi alors ?» demanda Chloé. « Pour la paix, répondit-elle. Pour chaque femme qui pense encore que personne ne la croira. » L'expression de Chloé s'adoucit. « Alors, dites-le comme ça. Ne laissez plus la peur écrire votre histoire. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, la femme regarda le plafond. La lumière rouge d'un feu de signalisation se reflétait faiblement sur les murs, comme l'écho de la caméra qui avait autrefois été témoin de sa douleur. Mais cette lumière ne semblait plus cruelle. Elle semblait vraie, constante et vivante. Elle murmura dans le silence, « Je n'ai plus peur qu'on me voie. » Et au plus profond de son âme, elle comprit que la vérité, cette même vérité qui l'avait autrefois piégée, était maintenant en train de la libérer. Les semaines se transformèrent en mois, et la tempête qui avait autrefois consumé sa vie devint une affaire de gros titres et d'audience. Le procès commença un matin gris à Lyon, le palais de justice entouré de journalistes et de flashs d'appareils photo. De l'extérieur, la justice semblait simple, un juge, un jury, une sentence. Mais pour elle, c'était quelque chose de bien plus fragile. C'était revenir dans la même ville où elle avait appris à se cacher derrière le silence, forcée maintenant de parler. À l'intérieur de la salle, l'air était lourd. Philippe était sur le banc des accusés, vêtu d'un costume impeccable qui ne pouvait dissimuler le vide de son visage. L'arrogance qu'il avait autrefois définie avait disparu, remplacée par l'inquiétude d'un homme qui comprenait enfin ce que signifiait tout perdre. Elle ne le regarda pas. Son attention était fixée sur le microphone devant elle, le petit cercle de métal qui contenait maintenant sa voix, cette même voix qu'il avait tenté d'éteindre. L'agente Chloé Dubois était au premier rang, sereine, solide. Elle lui fit un léger signe de tête, un message silencieux de force. La femme respira lentement. Le procureur commença. « Pouvez-vous décrire la nuit du 16 avril ?» Sa gorge se serra. « Il m'a appelé en bas, dit-elle à voix basse. Il était en colère. J'ai essayé de le calmer, mais il m'a frappé. Je suis tombé. Il a continué de crier. Il a dit que personne ne me croirait, que tout dans cette maison lui appartenait. Sa voix trembla, mais elle ne s'arrêta pas. Je ne savais pas que la caméra enregistrait toujours. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur fit un signe au technicien dans le coin. L'écran s'anima. La vidéo montrait une image floue mais sans équivoque. Lui, debout au-dessus d'elle, sa voix pleine de venin. Le bruit du verre se brisant. Sa propre voix, suppliante, résonna dans les haut-parleurs, fragile mais réelle. La salle entière resta silencieuse, piégée dans l'écho de cette violence. Quand la vidéo se termina, personne ne parla. Le juge avait un visage grave. L'accusé était pâle, les mains serrées en poing. La voix du procureur brisa le silence.
S'est-il jamais excusé? Elle baissa les yeux. Non. Il disait que c'était de ma faute. Il disait que l'amour signifiait l'obéissance. Les mots tombèrent comme un coup. Chloé l'observait attentivement, prête à intervenir si nécessaire, mais la femme ne flancha pas. Les années de peur l'avaient dépouillée de tout, mais à ce moment-là, elle tenait bon. L'avocat de la défense se leva pour la contre-interroger. Son ton était froid, étudié. Madame Dupont, n'est-il pas vrai que vous êtes restée volontairement avec mon client pendant des années? Que vous n'avez jamais porté plainte avant cette nuit? Elle leva les yeux. Oui. Parce que j'avais peur. Parce que chaque fois que j'essayais de partir, il me rappelait ce qui arriverait si je le faisais. La peur peut être une prison que l'on construit sans s'en rendre compte. L'avocat insista. Vous aviez accès à de l'argent, des voitures, des voyages. Appelleriez-vous encore cela de la maltraitance? Sa réponse fut calme, mais tranchante. On peut vivre dans une cage dorée, cela reste une cage. La salle redevint silencieuse. Même le juge mit quelques secondes avant de continuer. La défense tenta de se rattraper, mais chaque question ne faisait que rendre plus évidente une vérité qu'aucun argument ne pouvait tordre. Quand son témoignage fut terminé, elle expira lentement. Ses mains tremblaient, mais sa voix avait tenu. Elle descendit de la barre, marchant entre les rangées de spectateurs. Leur regard ne reflétait plus la pitié, mais le respect. En passant à côté de Chloé, l'agente lui murmura doucement, « Vous avez fait ce que vous étiez venu faire. » Dehors, l'air était froid et pur. Les journalistes criaient des questions, les microphones se tendaient, les flashs aveuglaient. Chloé la guida à travers la foule jusqu'à la voiture qui attendait. La femme ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Le plus dur était passé. Ils conduisirent en silence pendant un bon moment. La ville défilait par la fenêtre. Des rues familières qui ne semblaient plus être un labyrinthe. « Vous avez été courageuse aujourd'hui, » dit Chloé. La femme regarda dehors. « Je n'étais pas courageuse. J'étais juste fatiguée d'avoir peur. »« C'est ça, être courageuse, » répondit Chloé. Ils passèrent devant une place où un groupe de femmes tenait des pancartes, « Justice pour celles qui se taisent ». Le regard de la femme s'arrêta sur les mots. « Pensez-vous qu'il ira vraiment en prison ?» demanda-t-elle enfin. Chloé hocha la tête. Les preuves sont irréfutables. Les crimes financiers suffisent à eux seuls. Mais ce que vous avez donné aujourd'hui, votre voix, c'est ça qui l'a fait tomber. La femme se renversa sur le siège, fermant les yeux. Pour la première fois, elle se permit d'imaginer une vie au-delà de la survie. Une image lui vint à l'esprit, un petit appartement rempli de lumière, des rires à la place des cris, se réveiller sans peur. Quand ils arrivèrent au gîte sécurisé, Chloé l'accompagna à l'intérieur. « Dans quelques jours, vous entendrez le verdict, » dit-elle. « Quel que soit le résultat, c'est déjà fait. Vous avez récupéré votre histoire. » La femme la regarda, les larmes aux yeux. « Il m'a tout pris, mais il n'a jamais pu me prendre la vérité. » Chloé sourit. « Et c'est ce qui l'a détruit. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle regarda par la fenêtre et leva les yeux au ciel. Les lumières de la ville brillaient au loin, vives et distantes. Elle pensa au procès, aux questions, aux murmures, à la caméra qui n'avait jamais cligné des yeux. Chaque fragment douloureux de son passé l'avait menée ici. À ce moment de liberté, tranquille et réel. La justice avait un prix. Elle lui avait coûté la peur, la maison, et les années qui ne reviendraient jamais. Mais elle lui avait aussi donné quelque chose que personne ne pourrait plus jamais lui voler, sa voix. Elle murmura dans l'obscurité, « Ils m'ont vu. » Et quelque part, au-delà de la ville, sous la lueur faible des lumières du palais de justice, elle sentit que le poids de la vérité se levait enfin. Le verdict tomba un matin clair, un de ces matins où le ciel de Lyon semble infini. Les marches du palais de justice étaient de nouveau bondées, mais cette fois, la tension était différente. Ce n'était plus de la peur, c'était de l'attente. La ville qui avait autrefois ignoré la souffrance silencieuse d'une femme attendait maintenant d'entendre sa vérité prononcée à voix haute. À l'intérieur, l'air était dense, chargé d'anticipation. Le juge lisait le dossier d'un ton monocorde, mais chaque mot résonnait comme le tonnerre. L'homme qui s'était autrefois cru intouchable se tenait en silence, le regard fixé au sol.
Son empire s'était effondré, son nom réduit à de l'encre sur une liste de condamnations. Fraude, violence conjugale, agression. Chaque accusation sonnait comme le glas d'une cloche. Lorsque la sentence fut annoncée, la salle resta immobile. 20 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Le coup de marteau sur la table fut définitif. Un son sec, retentissant, comme une porte qui se ferme pour ne jamais se rouvrir. Elle ne pleura pas, ne sourit pas non plus. Elle respira simplement. Une respiration profonde et calme qui semblait traverser toutes les années qu'elle avait perdues. L'agente Chloé Dubois, assise à ses côtés, lui posa une main sur le bras. Les mots étaient inutiles. Le moment parlait de lui-même. Dehors, les journalistes se pressaient à nouveau. Les flashs explosaient comme des éclairs. Madame Dupont, que ressentez-vous? Pensez-vous que justice a été rendue? Que ferez-vous maintenant? Elle s'arrêta sur les marches du palais de justice. Le vent souleva ses cheveux et, pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Elle regarda droit dans la mer de caméras. Les mêmes objectifs qui avaient autrefois piégé sa vie dans une maison de mensonges. Cette fois, ils ne lui faisaient pas peur. « Je me sens libre », dit-elle simplement. Sa voix était claire et sereine. La justice, ce n'est pas la vengeance. C'est la vérité. Le silence s'abattit sur la foule. Puis un applaudissement commença, doux d'abord, puis s'étendant parmi les personnes rassemblées à l'extérieur. Ce n'était pas un bruit strident. C'était un son humain, respectueux, un son qui toucha son cœur plus profondément que n'importe quel verdict. Chloé la guida à travers la foule jusqu'à la voiture qui attendait. La ville défilait par les fenêtres, dorée sous le soleil du matin. L'air semblait plus léger, plus pur, comme si Lyon elle-même avait expiré. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas peur de l'avenir. La peur s'était consumée, remplacée par quelque chose de plus solide, la force de celle qui a survécu à son propre silence. Ils conduisirent jusqu'à la périphérie de la ville, vers un petit jardin public où Chloé avait l'habitude d'aller après les affaires difficiles. C'était un lieu caché derrière des murs de pierre, rempli d'oliviers et de roses blanches. L'air sentait la terre humide. Chloé lui tendit une petite enveloppe. « Ceci est arrivé pour vous, dit-elle. » À l'intérieur, il y avait une lettre du parquet la remerciant pour son courage et confirmant la saisie des derniers biens de son mari. Il y avait aussi une note d'un des agents, « Vous avez aidé plus de gens que vous ne l'imaginez. » Elle plia la lettre et la rangea dans la poche de son manteau. « Je n'ai jamais voulu être un exemple pour personne, murmura-t-elle. Chloé sourit. Les meilleurs exemples ne le veulent jamais. Elles marchèrent en silence le long des sentiers. Le vent agitait les branches des oliviers, faisant tomber des pétales sur le chemin. Quelque part à proximité, on entendit le rire d'un enfant, et ce son lui fit mal au cœur d'une manière qui, pour la première fois, n'était pas de la tristesse, mais de la paix. « On s'habitue » demanda-t-elle à voix basse. « Aux choses que l'on voit. » Chloé secoua la tête. « Non. Mais on apprend à trouver la lumière après le désastre. » La femme hocha la tête. « Peut-être que c'est ça. L'après. » Chloé s'arrêta près d'une fontaine. L'eau brillait sous le soleil. « La vérité peut détruire, dit-elle, mais elle reconstruit aussi. Regardez autour de vous. Même après la tempête, la vie repousse. » Elle observa son reflet dans l'eau. Pendant un moment, elle ne se reconnut pas. Puis si. Ce n'était pas la silhouette brisée de cette nuit-là, ni la victime du tribunal. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de vivant. « Je pensais que la caméra m'avait sauvé, dit-elle enfin. Mais ce n'était pas la caméra. C'était moi. C'est moi qui ai levé les yeux. » Les yeux de Chloé s'adoucirent. Et cela a tout changé. Elles restèrent là un moment de plus, laissant le soleil toucher leur visage. Le monde était silencieux, mais ce n'était pas le silence de la peur. C'était la paix. Fragile, conquise, réelle. Quand Chloé partit, la femme resta près de la fontaine. Le vent apportait l'odeur des roses et de la pluie, et elle ferma les yeux. Elle pensa à la maison qui n'existait plus, à l'homme qui n'avait plus d'importance, à la vie qui lui appartenait enfin. Au loin, les cloches de midi sonnèrent. Elle ouvrit les yeux et laissa la lumière l'envelopper.
Les ombres qui l'avaient suivi pendant si longtemps n'étaient plus là. À leur place, il n'y avait que de la clarté. Elle murmura d'une voix douce mais sûre, « La tempête ne m'a pas détruite. Elle m'a révélé. » Et tandis que les cloches s'évanouissaient dans l'air doré, elle marcha vers la sortie, vers un avenir qu'elle pouvait enfin appeler le sien. Non.